Bien, bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo bilan de fin de chapitre sur la biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. Un petit rappel, cette vidéo-là est là pour vous aider, mais n'est absolument pas suffisante pour le contrôle. Donc, tout d'abord, on a défini ce qu'était la biodiversité. Biodiversité, ça signifie variation dans le monde du vivant. Et on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux de biodiversité. Tout d'abord, la diversité des écosystèmes. Si vous regardez une forêt, une prairie ou un désert, vous n'aurez pas les mêmes écosystèmes et donc il y a une diversité des écosystèmes. On a vu que chaque écosystème était constitué d'un certain nombre d'espèces et donc toutes les espèces ne sont pas identiques. Il y a plein d'espèces différentes. Par exemple, l'ensemble des espèces végétales ou animales que vous connaissez, mais il n'y a pas que les animaux et les végétaux dans la nature. Enfin bref, tout ça c'est ce qu'on appelle la diversité spécifique, c'est ce que vous connaissez le mieux. Mais si on s'attarde sur une espèce en particulier, par exemple les coccinelles, on peut voir que tous les individus de la même espèce ne vont pas être identiques, il y a une diversité au sein des espèces qu'on appelle la diversité génétique. Donc, tout ceci nous amène à la question suivante, comment cette biodiversité est-elle apparue et comment évolue-t-elle? Au cours de ce chapitre, on a cherché à y répondre. Tout d'abord, en essayant de voir comment la diversité spécifique, c'est-à-dire la diversité des espèces, était-elle apparue? Et pour pouvoir y répondre, on va déjà commencer par s'attarder sur la diversité au sein d'une espèce, la diversité génétique. En reprenant par exemple l'exemple de la coccinelle, où tous les individus vont être légèrement différents. Ce qui nous amène à la question suivante, pourquoi les individus d'une même espèce ne sont-ils pas tous identiques? Car on a vu, tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes, par exemple le gène couleur de la carapace. Mais ce gène, en fait, correspond à une séquence de nucléotides dans l'ADN des individus, mais tous les individus ne vont pas avoir exactement la même séquence d'ADN. Il va y avoir de légères différences qu'on appelle des mutations. Comme ces mutations vont générer des différences, le message codé dans l'ADN ne va pas être exactement identique. Et donc on va appeler ces différentes versions de gènes des allèles. Et comme ils ne possèdent pas exactement la même information génétique, ils ne vont pas coder exactement le même caractère. Ce qui nous amène à la diversité des couleurs de carapace chez ces différents individus d'une même espèce, c'est-à-dire qu'ils vont tous posséder le même gène, mais pas tous les mêmes allèles. Et c'est ça l'origine de la diversité génétique. Donc maintenant, on va chercher à savoir comment est-ce que cette diversité génétique évolue-t-elle. On va prendre l'exemple de la couleur de la phalène. Donc on va prendre par exemple la phalène du bouleau qui possède un gène qui code pour sa couleur. On va imaginer qu'à l'origine, il n'y a qu'un seul allèle, c'est l'allèle blanc. Donc un gène, un allèle. Eh bien, on a vu qu'au cours du temps, par le phénomène de mutation de la séquence d'ADN de ce gène, on pouvait avoir génération d'un nouvel allèle, par exemple l'allèle couleur noire. Donc, par le phénomène de mutation, on peut avoir apparition de nouveaux allèles et donc augmentation de la diversité génétique. On a vu qu'il y avait également d'autres phénomènes qui allaient faire évoluer la diversité génétique. Par exemple, si on prend donc la phalène avec le gène couleur, il peut exister en deux exemplaires, en deux versions différentes, donc blanc et noir. On a vu que ça pouvait être généré par mutation, par exemple, mais est-ce que ces allèles-là vont rester dans les mêmes proportions au cours du temps? Eh bien, on a vu que non. Par exemple, c'est un gène, enfin cet allèle-là, noir, et l'allèle blanc, ne vont pas avoir un même impact en fonction de l'environnement dans lequel les phalènes se retrouvent. Par exemple, si les phalènes évoluent dans un environnement où les troncs d'arbres sur lesquels se posent sont de couleur noire, l'allèle couleur noire confère un avantage reproductif aux individus, puisque les individus noirs seront beaucoup moins facilement repérables que les individus de couleur blanc. Il s'avère que les phalènes ont des prédateurs, et les prédateurs vont plus facilement aller dévorer les phalènes de couleur blanche, qui portent l'allèle couleur blanche, car elles sont beaucoup plus repérables. Et donc celles-ci vont être beaucoup plus facilement supprimées. Donc l'allèle noir confère un avantage reproductif, car il permet de mieux se camoufler, donc de mieux survivre, donc de mieux se reproduire. Ce phénomène est le phénomène de sélection naturelle, c'est-à-dire la sélection des allèles conférant un avantage reproductif dans l'environnement dans lequel évoluent les organismes. Et ça correspond également donc à la diminution des allèles conférant des avantages. Donc au fur et à mesure du temps, par la sélection naturelle, on tendrait par exemple à avoir plus de phalènes possédant l'allèle couleur noire. Mais tous les allèles ne vont pas conférer un avantage reproductif ou non. Par exemple, prenons un allèle qui serait l'allèle tache blanche sur le plumage ou tache jaune pardon, sur le plumage, ou alors pas de tache sur le plumage. Prenons une population qui va être composée de 50% d'individus qui posséderont cette tache jaune et 50% d'individus qui ne posséderont pas cet allèle tache jaune. Il s'avère que certains individus, pour des raisons multiples, vont être éliminés, par exemple être dévorés par un prédateur sans que le fait de posséder l'allèle tache jaune ait un quelconque rôle à jouer. Et il s'avère que des tas d'individus en fait ne vont tout simplement pas se reproduire pour de multiples raisons. Ils vont par exemple tomber malades, et le fait d'avoir une tache jaune ou pas sur le plumage ne va rien y changer.
C'est ce qu'on appelle le phénomène de dérive génétique. Au final, certains allèles, en fait, vont évoluer de manière totalement aléatoire dans la population. Ce sont des allèles qui ne confèrent ni avantages ni inconvénients dans l'environnement dans lequel se trouvent les individus. C'est pour ça qu'on parle d'une évolution aléatoire de la diversité des allèles. Et là, par exemple, on est parti d'une population dont 50% des individus possédaient l'allèle tache jaune et 50% possédaient l'allèle pas de tache. Et on voit qu'à la fin, eh bien, on se retrouve avec une proportion de 1 tiers, 2 tiers. Donc il y a une évolution aléatoire des allèles dits neutres, ceux qui ne confèrent ni avantages ni inconvénients. Essayons de résumer donc tous ces mécanismes qu'on a vus qui faisaient évoluer la diversité génétique. Donc on part d'une diversité génétique d'origine, donc avec certains allèles. On a vu que le phénomène de mutation pouvait augmenter la diversité génétique en générant de nouveaux allèles, et que tous ces allèles, en fait, pouvaient soit être soumis à la sélection naturelle, si ceci confère un avantage ou un désavantage reproductif. Donc la sélection naturelle, c'est la sélection des allèles conférant un avantage reproductif au détriment des autres allèles. Mais on a vu également que certains allèles, les allèles dits neutres, pouvaient évoluer par le phénomène de dérive génétique, c'est-à-dire une variation aléatoire de la fréquence des allèles au cours des générations. Mais tout ceci fait que la diversité génétique évolue au fil des générations. Et ça nous amène à la question suivante, quelle est la conséquence de l'évolution de cette diversité génétique? Prenons une espèce ancestrale qui va se scinder en plusieurs populations isolées reproductivement, c'est-à-dire que cette population-là ne va pas pouvoir se reproduire avec celle-ci. Par exemple, tout simplement parce qu'elles sont éloignées géographiquement. Eh bien, à cause de l'évolution de la diversité génétique, ces différentes populations vont avoir une évolution indépendante les unes des autres. Par exemple, ici, il va y avoir des mutations qu'on ne retrouvera pas ici, et ici, on va avoir la sélection de certains allèles qu'on ne retrouvera pas chez les autres populations de la même espèce. Au fil du temps, ces différentes espèces vont donc évoluer, enfin ces différentes populations, pardon, vont évoluer, et finir par devenir si différentes qu'on considérera qu'elles sont de nouvelles espèces, des espèces différentes. Donc, à partir d'une espèce ancestrale, on peut avoir, grâce à l'évolution indépendante des diversités génétiques, un phénomène de spéciation, c'est-à-dire émergence de nouvelles espèces, avec par exemple le chat, le léopard, le lion et le tigre qui descendent d'un même ancêtre commun. Et on remarquera que certains organismes se ressemblent plus que d'autres, comme par exemple les organismes qu'on a vus jusqu'avant. Mais également les vertébrés qui, eux, se ressemblent tous plus ou moins, et on a vu que certains organismes se ressemblaient plus que d'autres. Mais on va déjà chercher à savoir pourquoi est-ce que tous ces organismes se ressemblent. Alors c'est pas forcément évident au premier abord, mais si on regarde le squelette de ces organismes, déjà on remarque qu'ils ont tous un squelette, ce qui n'est pas le cas de tous les organismes, mais un squelette qui possède une particularité, c'est qu'il y a une colonne vertébrale. Donc tous les vertébrés possèdent une colonne vertébrale. Et donc ça, c'est un caractère commun à l'ensemble des organismes vertébrés, d'où le nom vertébré d'ailleurs. Mais on remarque qu'il n'y a pas que la colonne vertébrale qui est en commun à tous ces organismes, on remarque qu'il y a également un plan d'organisation commun. Alors un plan d'organisation, en fait, c'est un plan qui va être défini par différents axes, et on remarquera que tous les vertébrés possèdent les mêmes axes. Un axe antéro-postérieur qui va de la tête jusqu'à la queue, un axe dorso-ventral qui va du dos jusqu'au ventre, et un axe gauche-droite. Et ces axes de polarité vont définir un plan d'organisation de l'organisme. Donc tous les vertébrés possèdent un même plan d'organisation défini par les mêmes axes de polarité. Donc c'est un autre caractère en commun. Et ce plan d'organisation est important parce que si on regarde l'organisation interne de ces vertébrés, par exemple ici la souris, on remarquera qu'il y a un certain nombre d'organes disposés d'une certaine manière dans l'organisme. Eh bien on va voir que chez les autres vertébrés, on va avoir les mêmes organes disposés dans le même ordre dans l'organisme. En fait, tout ceci, ça correspond donc aux mêmes organes dans la même disposition, ça correspond en fait à une organisation selon un plan d'organisation. Donc le plan d'organisation défini par des axes de polarité, et on voit que les différents organes sont disposés selon ce plan de symétrie bilatérale défini par les axes de polarité. Donc par exemple, on va avoir le système digestif qui va commencer au niveau de la partie antérieure ventrale et qui va se prolonger avec différents organes qu'on le retrouvera toujours alignés au même ordre selon l'axe antéro-postérieur. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir cette même organisation commune? Eh bien, si on se rappelle du phénomène de spéciation, en fait, tous les organismes, toutes les espèces de vertébrés vont posséder en fait des caractères hérités d'un même ancêtre commun. Donc les vertébrés ont une organisation commune héritée d'un même ancêtre commun. Bon, on remarquera que tous les vertébrés ne sont pas tous identiques, bien entendu, et que certains se ressemblent plus que d'autres. Donc on va chercher à savoir maintenant comment on établit les liens de parenté entre ces différents organismes. Prenons l'exemple du chimpanzé, de l'homme, du chat et de l'oiseau. Ce sont tous des organismes vertébrés, mais certains se ressemblent plus que d'autres.
Donc on a vu, et on va pas le refaire ici, que pour pouvoir établir le lien de parenté, il fallait construire des arbres phylogénétiques entre ces différents organismes. Arbres phylogénétiques que l'on construit à partir de caractères qu'on retrouve chez certains organismes. Donc on a vu ici que tous ces organismes-là possédaient des vertèbres. C'est un caractère particulier, ce qui définit le groupe des vertébrés. Donc tous ces organismes-là, en fait, ont hérité de ce caractère-là d'un même ancêtre commun qu'on retrouve ici, au nœud des branches de l'arbre. Donc que l'on parle de rouge-gorge, de chat, d'homme ou de chimpanzé, ils vont tous avoir ce même caractère vertèbre, hérité d'un même ancêtre commun. Mais ensuite, tous les organismes ne vont pas se ressembler. Par exemple, les oiseaux vont être différents des autres organismes parce que ceux-ci ont hérité d'un autre ancêtre commun, un caractère particulier qu'on ne retrouve pas chez les autres, qui est le caractère plume, tandis que les autres ont hérité d'un même ancêtre commun, donc cet ancêtre-là, ils ont hérité de son caractère, qui est le caractère poil, qui va définir le groupe des mammifères. Et on peut refaire cette même logique avec l'homme et le chimpanzé qui ont hérité donc de cet ancêtre commun ici, le caractère pouce opposable, ce qui définit le groupe des primates. Ce qui nous permet de dire par la même occasion que le chimpanzé n'est pas l'ancêtre de l'homme, mais descend du même ancêtre commun que l'homme. Donc l'homme ne descend pas du singe, mais il fait partie du groupe des singes. Ce qui nous amène à l'arbre du vivant. En fait, on peut refaire un arbre phylogénétique sur l'ensemble du monde vivant, car en fait, tous les organismes possèdent des caractères communs. Par exemple, l'ADN en tant que support de l'information génétique, une organisation cellulaire du monde vivant, que l'on parle des organismes bactériens, des organismes dits archés, qu'on connaît très peu parce qu'on ne les a pas étudiés en cours, mais aussi des eucaryotes, eh bien on voit qu'ils sont tous composés de cellules, donc c'est un caractère commun à tous les organismes vivants. Et toutes ces cellules sont composées des mêmes molécules. Donc en fait, il y a tout un tas de caractères en commun qui nous permet donc de faire un arbre du vivant avec une même espèce ancestrale commune. Et cet organisme commun à tous les organismes, enfin cet ancêtre commun à tous les organismes qui vivent actuellement sur Terre, c'est ce qu'on appelle l'UCA, pour Last Universal Common Ancestor. Et donc tous les organismes qui existent actuellement en sont les descendants. J'en profite pour montrer que nous autres, les animaux, nous nous retrouvons dans cette petite partie de l'arbre phylogénétique, donc nous ne représentons pas grand-chose en final dans le monde du vivant. Tout ça là, c'est des tas d'autres organismes, et ceux que vous êtes habitués à voir ce sont les champignons qui sont ici, d'ailleurs qui sont très proches des animaux, beaucoup plus proches qu'ils ne le sont des végétaux qui se trouvent ici. Tout le reste, c'est ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Ce qui nous amène à une nouvelle question, c'est comment est-ce qu'a évolué la biodiversité dans le passé. Alors on va pas refaire vraiment toute l'histoire du vivant, on va juste raconter quelques grandes étapes très rapidement. Hein. Déjà, tout d'abord, il y a 4 milliards d'années environ, la vie est apparue probablement dans les fonds océaniques, et pendant très longtemps, elle a existé sous une forme unicellulaire, probablement ressemblant aux bactéries d'aujourd'hui. Puis, au bout d'un moment, sont apparus les premiers organismes eucaryotes, avec des organismes très bizarres, qui n'existent absolument plus aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on connaît essentiellement, ce sont les 600 derniers millions d'années, représentés ici sur ce graphique, avec le nombre de familles, donc les familles, les groupes d'espèces, en fonction des différentes époques géologiques, donc qui représentent le temps. On a vu ensemble qu'il y a eu une première période, l'explosion cambrienne, où le nombre de familles d'espèces a grandement augmenté, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la diversité spécifique qui est intervenue. Mais on voit également qu'il y a plusieurs petites périodes où la diversité a diminué, notamment là, entre le Permien et le Trias, il y a environ 250 millions d'années, où un grand nombre d'espèces a disparu. C'est ce qu'on appelle une crise biologique, avec par exemple la disparition des trilobites. Mais la crise biologique que vous connaissez le mieux, c'est la soi-disant disparition des dinosaures, ou en tout cas de la majorité des dinosaures, puisque les oiseaux existent toujours et ce sont des dinosaures. Mais c'est donc une autre crise biologique qui est intervenue il y a 65 millions d'années. Et nous retrouvons ici, donc la diversité d'aujourd'hui correspond à ce point-là, avec toutes les espèces qu'on connaît actuellement. Enfin, donc on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On a ici un arbre très simplifié de ce qu'a pu être l'évolution du vivant. Tous les organismes que vous connaissez sont ici, au bout des branches. Donc on voit ici que nous ne correspondons qu'à une petite étape dans l'évolution du vivant. Chaque organisme est issu donc d'une très longue lignée évolutive qui a duré 4 milliards d'années. Et on voit qu'il y a de nombreuses apparitions d'espèces. Par exemple, ici, il y a plein d'apparitions d'espèces, mais également plein de disparitions. Ici, on voit que les branches de l'arbre phylogénétique s'arrêtent pour beaucoup d'organismes. Et on voit que si on remonte l'arbre phylogénétique de toutes ces espèces, on va remonter ici, à ce même point, à ce même ancêtre commun, qui est l'UCA, Last Universal Common Ancestor. Ce qui nous amène à plusieurs points. Il n'y a aucun organisme plus évolué qu'un autre. Il y a toujours eu 3,1 milliards d'années d'évolution pour tous les organismes.
L'évolution est constante, il y a apparition d'espèces et disparition d'autres espèces, et la diversité actuelle n'est qu'une étape dans l'évolution du vivant. Merci de votre attention.